Aujourd'hui, à Clolé, je reçois quelqu'un qui compte. Un architecte du futur. Un esprit porté par l'innovation, la transmission et la souveraineté numérique de l'Afrique. Une vision qui, avec une détermination constante, façonne une nouvelle manière de percevoir l'entrepreneuriat, les industries créatives et le génie technologique africain. Chaque fois qu'un invité passe ici, j'aime saisir l'occasion de lui poser quelques questions simples mais essentielles. Celles qui révèlent la manière dont il avance, dont il porte sa vision et dont il transforme ses convictions en écosystème. Monsieur Maguette-Moe incarne une génération de bâtisseurs engagés dans la valorisation du continent et des industries créatives, convaincus que la technologie et l'intelligence collective sont de puissants outils de conscience, de rayonnement et de liberté. De passage chez Clolé, je lui ai proposé de répondre à quelques questions sur le leadership, l'économique numérique et le futur des ICC en Afrique. Bonjour Maguette-Moe. Y a-t-il une peur ou une incertitude que vous aviez dû apprivoiser pour passer du rôle d'observateur à celui de bâtisseur de l'économie numérique africaine? Bonjour. D'abord, je vous remercie pour votre invitation à cette conversation autour des industries culturelles et créatives. Parce que j'ai toujours cru, dès le bas âge, à une certaine forme d'autodétermination. Et dans mon esprit, ce mot est très, très, très important dans ce que l'Afrique peut se concevoir d'elle-même et dans ce que l'Afrique a à partager au monde entier. Être africain, c'est avoir la pleine conscience que nous sommes un peuple originel, berceau de l'humanité, que l'Afrique est le continent qui est un jardin d'Éden, où le sol et le sous-sol sont extrêmement riches, où la population est extrêmement jeune. L'Afrique est le continent où la population croît le plus vite, avec plus de la moitié qui ont moins de 20 ans, à l'instar des autres continents où les populations sont vieillissantes. Donc toutes ces forces prises en conscience doivent donner à l'Africain le rétablissement de sa structure mentale comme un peuple qui compte, un peuple originel et un peuple qui a un message à transmettre au monde. Et c'est à travers l'héritage ancestral et culturel de nos aïeux dans lesquels nous pouvons puiser une certaine force et qui, si modernisée, peut apporter un différentiel important dans le contexte actuel, à l'ère où les économies sont en crise, les populations sont en rétrécissement de leur ouverture au monde. Et justement, l'Afrique a ce message-là à donner au monde. Donc, jamais eu de peur, beaucoup de réflexions autour du sens et de la mission qu'on peut avoir dans une vie, que de comprendre ses forces et de pouvoir aussi les partager par différents véhicules. Le mentorat est une pratique que j'affectionne particulièrement parce que le mentor n'est ni le parent ni l'enseignant. Mais c'est quelqu'un qui ouvre des portes. C'est quelqu'un qui permet de donner le coup de pouce nécessaire et d'accompagner la maturation et l'éveil de nos jeunes pour que chaque jeune, où qu'il puisse être en Afrique, puisse être accompagné par un adulte référent, quelle que soit sa condition sociale. Donc, j'ai créé un programme qui s'appelle Mentor en Junior, où chaque adulte référent et expert dans un domaine s'engage à donner 1 heure de son temps par mois à un jeune ou une jeune qui a envie de faire son métier. Dès lors, vous créez une banque de temps et d'expertise disponible. Le tout digitalisé peut permettre à chaque jeune de pouvoir avoir accès à du conseil de façon complètement bénévole. C'est ce qu'on appelle l'acte gratuit. Et dès lors, c'est un programme que j'ai comme ambition de proposer au pouvoir public à l'échelle de tout le continent. Ce qui fait qu'un jeune peut être accompagné, un jeune Sénégalais peut être accompagné par un adulte ivoirien. Sans oublier les Afriques francophones, lusophones et anglophones. Donc, on utilise des véhicules, effectivement, pour pouvoir apporter
une certaine forme de lien social, de lien économique et de lien culturel entre plusieurs générations. Je crois beaucoup aux liens intergénérationnels, par exemple. Je crois aux liens intercommunautaires. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de barrière, en fait, entre les êtres humains d'une manière générale. Et donc, chaque lien doit participer à l'enrichissement mutuel. Et dès lors que je rentre dans ce lien d'enrichissement mutuel, la différence devient un atout. Si nous sommes pareils, identiques, nous n'avons rien à partager. Nous n'avons rien à nous apporter. C'est parce qu'on est différent qu'on peut s'apporter. C'est ce que Senghor appelait l'enracinement, d'abord, et puis l'ouverture. Vous êtes assurément un homme tourné vers le futur. Mais y a-t-il une valeur héritée de vos racines que vous refusez absolument de voir disparaître dans cette course vers la modernité numérique? Je dirais l'éducation. L'éducation. Elle prend plusieurs formes. Elle prend d'abord la forme d'une éducation familiale. Mon père est mon modèle de référence. Beaucoup de sagesse dans ses propos, beaucoup de finesse dans la manière dont mes deux parents, mon père et ma mère, nous ont éduqués, fratrie de 6 enfants, avec cette tolérance qui est aussi interreligieuse. Moi, je suis de confession musulmane, mais j'ai été éduqué dans des collèges privés catholiques. Donc, cette ouverture permet de conjuguer des mondes. Je suis né dans un quartier populaire, mais j'ai fréquenté des quartiers très résidentiels en même temps. Donc, ça crée aussi une sorte d'ouverture sociale et puis une appréhension des réalités sociales de différents milieux socioculturels. En Afrique, vous traversez la rue et vous relativisez. Un quartier populaire peut se retrouver à une rue d'un quartier résidentiel et vous fréquentez les deux mondes, que ce soit au niveau religieux, spirituel, qu'au niveau sociétal. Donc, ça a beaucoup enrichi mon parcours en termes d'expérience, et puis je suis très curieux. J'aime approfondir les sujets, les relations humaines, comprendre, questionner, dialoguer, essayer de me mettre à la place des autres, de dire que cette personne réagit comme ça, mais parce que elle est dans tel contexte socio-culturel qui fait que cette personne réagit comme ça. Alors je ne vais pas juger la personne, mais je vais dire, mais comment on peut créer une passerelle de dialogue pour essayer de basculer, en fait, on va dire, les paradigmes et les perspectives et les points de vue. En tant que mentor et figure de proue pour de nombreux jeunes entrepreneurs, quel droit à l'erreur ou quelle réalité de la vie de leader aimeriez-vous normaliser pour la génération qui arrive après vous? Transmission et transmission, toujours. À chaque étape de notre vie, nous avons reçu des marqueurs et un cadre de référence qui est basé sur la transmission de nos aïeux à nous. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'à l'aune des nouvelles technologies, comment cette transmission pourrait s'opérer de manière subtile. Nous ne consommons pas beaucoup de contenu africain, hélas. Nous avons des devices, des mobiles, mais nous consommons beaucoup de contenus qui nous viennent d'ailleurs, d'autres communautés. Je prends par exemple toujours l'exemple du manga. Les jeunes Africains connaissent davantage la culture manga que la culture mandingue. Parce que nous n'avons pas assez investi dans la transmission de la culture mandingue par des films d'animation, des dessins animés, etc. D'ailleurs, nous sommes en train, avec une jeune équipe de plusieurs jeunes d'origine de plusieurs pays africains, de travailler sur l'histoire générale d'Afrique sous forme de dessin animé, grâce à l'IA. C'est une forme aussi de transmission. Comment on peut vulgariser des tomes. L'histoire générale d'Afrique, c'est 8 tomes par l'UNESCO, avec des professeurs émérites comme Amadou Maktarbo, etc. Beaucoup d'historiens, beaucoup de penseurs et de philosophes se sont réunis pour écrire 8 tomes. Chaque tome fait, je pense, 800 pages. Quel jeune va ouvrir un tome de 800 pages? Et le 9e tome est en train d'être réalisé. Ça s'appelle l'Histoire générale d'Afrique, disponible dans le domaine public. Téléchargeable sur Internet. Comment, avec l'IA, on peut le transformer en série pour que dès le bas âge, on s'intéresse à cette culture qui est aujourd'hui livresque, mais qui doit être digitalisée.
Donc, toujours dans la transmission et utiliser tous les véhicules possibles. Des véhicules événementiels. Faire lire les textes d'Aimé Césaire par un slammer, c'est introduire le texte dans une culture plus jeune. Mais simplement, la forme est différente. J'ai l'habitude de dire que l'Afrique va se développer sur trois axes, qui sont des triangles, 3 axes. Imaginaire, méthode, métamorphose. Décoloniser les imaginaires, avoir une méthode scientifique, rigoureuse, et puis changer de véhicule autant que nécessaire. Je parle de véhicule de contenu. Si le livre n'est pas accessible, prenons un conte. Si le cinéma n'est pas accessible, ayons des web-séries. Essayez de ne pas se fixer de limites. J'ai l'habitude de dire « Over the sky is the beginning ». À l'instar de « Sky is the limit ». On va beaucoup plus loin. Et tout dépend de la considération qu'on a de soi-même. Et ça, c'est l'éducation qui nous la confère. Donc, éduquons nos jeunes. Quand vous êtes rentré au sein du studio Clolé, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, Clolé Factory, c'est un havre de beauté, de sérénité. On retrouve un environnement où, d'entrée de jeu, on est enveloppé par tout cet univers, je dirais un espace multidimensionnel, multisensoriel, où on retrouve de très belles peintures accrochées au mur avec des artistes de renom, une harmonie des couleurs qui rend cet espace zen et apaisé, où le temps de la réflexion est possible, c'est ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Et quand vos émotions sont en harmonie avec vos sens, l'amour que porte cet espace s'exprime pleinement. Et l'amour est le premier sentiment humain qui crée cette harmonie que l'on ressent très fort. Ce lieu a une âme. Ce lieu est un haut lieu de culture, d'effervescence scientifique, culturelle, artistique. Et je suis très honoré et très heureux de le découvrir déjà et d'être présent dans ce havre de beauté et de sérénité avec donc sa fondatrice, qui a mis beaucoup de goût, de raffinement autour des choix, des matériaux, des couleurs, sans oublier la technologie matérielle, NEC le plus ultra, et l'équipe très sympathique et très professionnelle qui nous entoure pour permettre à cette conversation de se tenir et de se propager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maguette, d'avoir partagé cette part de vous ici à Clolé. Chaque passage, chaque voix enrichit notre manière de penser le leadership et l'avenir du continent. Merci pour ta présence.